Donc pour la deuxième communication, nous avons le plaisir d'accueillir donc Hervé Reculot, qui est professeur à l'Université de Chicago, et sous le titre Décrire l'environnement, justement, ça fait le lien avec la question, culture écrite et réalité géographique, d'après les archives de Marie. Merci Grégory, et surtout merci Dominique pour l'invitation à m'inviter à parler d'un certain nombre de travaux que j'ai pu mener depuis un certain nombre d'années, car les archives de Marie représentent l'un des corpus les plus riches de l'ensemble de la documentation cunéiforme pour l'étude des réalia, comme l'ont montré de nombreuses contributions des membres de l'équipe de Marie. Mes propres centres d'intérêt, vous l'aurez deviné aux échanges qui viennent de se passer, portent sur les interactions entre les sociétés mésopotamiennes de l'âge du bronze et leur environnement, un sujet que j'explore sous diverses formes depuis que l'étude des paysages ruraux du royaume de Marie était le sujet de ma thèse de doctorat, soutenue il y a tout juste 20 ans cette année. Ça ne nous rajeunit pas. L'enjeu consiste à écrire, à partir des sources écrites fragmentaires, une histoire environnementale de la région du Moyen-Euphrate, qui aille au-delà de la fausse dichotomie entre nature et culture et des idiosyncrasies disciplinaires. C'est pourquoi il est toujours utile de citer quelques lignes de l'excellente introduction au sujet de l'histoire environnementale offerte par Gregory Kenner il y a une dizaine d'années à peu près, même si, comme souvent, l'histoire du Proche-Orient ancien reste relativement marginale dans les réflexions historiographiques de l'histoire environnementale en tant que discipline. Il s'agit donc de saisir l'environnement par la médiation des perceptions humaines, qui disposent pour autant d'un potentiel et de limites matérielles, d'une agentivité qui interdit de le réduire à un cadre inerte de l'action humaine. Et donc les acteurs de l'histoire sont humains et non humains, et tout cela, nous pouvons l'appréhender avec pour seule limite ce que les sources historiques permettent de saisir. Et c'est vraiment le cœur de mon travail dont je voudrais présenter quelques éléments aujourd'hui. Donc il s'agit par essence de capter la géographie ancienne au travers de sa perception, et donc au travers des cultures écrites qui seules subsistent pour étudier le vécu des anciens habitants de la région. Les archives de Marie se révèlent être particulièrement adaptées à une telle étude du fait des nombreux détails contenus dans les lettres écrites par les administrateurs provinciaux ou centraux, au premier rang desquels les gouverneurs, comme Sumrorabi, et l'intendant Chanda Bakoum. Naturellement, l'objet des lettres, et plus rarement des textes administratifs, n'est jamais de nous offrir une étude systématique des relations entre les mariotes et leur environnement, mais plutôt d'adresser les problèmes concrets qui se présentent à eux. C'est donc par le biais de leur culture écrite que les scribes nous offrent des informations parcellaires mais précieuses, grâce auxquelles il nous est possible de reconstituer, au moins en partie, les paysages désormais perdus de l'âge du bronze, à la croisée des sciences paléo-environnementales, historiques et philologiques. Il est bien connu qu'en basse Mésopotamie, le Tigre et l'Euphrate ont, au fil du temps, élevé leur lit au-dessus de la plaine alluviale, ce qui facilite l'acheminement de l'eau vers les champs situés en contrebas par simple gravité, créant par la succession des épisodes d'avulsion et d'alluvionnement, qu'ils soient d'origine naturelle ou anthropique, ce que les assyriologues et les archéologues considèrent comme, en général, le paysage typique de l'agriculture irriguée de Mésopotamie, celui dit des réseaux en chevrons. Sur le Moyen-Euphrate, à l'inverse, le fleuve est profondément incisé entre le plateau de Chamillé à l'ouest et celui de Djéziré à l'est. Aux âges du bronze moyen et récent, l'Euphrate coulait sur la terrasse dite... Est-ce que j'ai la petite lumière avec ça? Oui. Sur la terrasse dite Q0B, donc ça c'est le cours de l'Euphrate au niveau de l'âge du bronze, qui était alors en cours d'aggradation, et qui l'a depuis incisé au sein de laquelle il a de nouveau créé une nouvelle terrasse depuis la fin de l'époque byzantine. Donc ça n'existait pas. L'Euphrate coulait à ce niveau-là. La terrasse de l'âge du bronze, constituée donc alors le lit majeur du fleuve, pouvait être mise en valeur à moindre frais, mais les champs étaient exposés aux crues de printemps, d'autant plus dévastatrices qu'elles coïncidaient avec l'arrivée à maturité des céréales d'hiver, la principale ressource agricole du royaume. L'essentiel des terres cultivables se trouvait donc sur la terrasse holocène plus ancienne, dite Q0A, qui est située en moyenne à 2 ou 3 mètres au-dessus de la terrasse Q0B, donc de l'Euphrate à l'époque. Donc, à l'inverse de la situation dans la plaine alluviale de basse Mésopotamie, il n'est pas possible d'irriguer localement hors du lit majeur en utilisant la pente naturelle des digues. La mise en valeur de la terrasse Q0A nécessite une élévation de l'eau, soit localement par des dispositifs artificiels de type Noria ou Chadouf que l'on connaît aux époques plus récentes, mais qui n'existaient pas à l'âge du bronze. Donc,
c'était plutôt à l'échelle régionale, grâce à de longs canaux allant chercher l'eau en amont sur le fleuve, et dont Bernard Geyer a estimé qu'il devait parcourir au moins 8,5 km avant que le niveau de l'eau ne soit suffisamment élevé pour atteindre les champs à irriguer, en utilisant la seule gravité. Une des difficultés pour reconstruire l'histoire environnementale du royaume de Mari est que les paysages et les structures que l'on peut étudier sur le terrain, que ce soit par l'archéologie hors site, les prospections de surface ou l'étude d'images satellitaires, datent toutes de périodes bien plus récentes. Et leur constitution à ces paysages a jamais rendu inaccessibles les paysages de l'âge du bronze. Quoi qu'ont pu en penser les archéologues de la mission de Mari, les prospections menées dans la vallée du Moyen-Euphrate par Sophie Berthier et son équipe ont montré que les canaux actuellement visibles dans le paysage étaient principalement associés avec un habitat d'époque islamique, même si certains, comme le Nar Daorin et le Nar Sémiramis, pourraient remonter à des périodes plus anciennes, l'époque néo-assyrienne pour le premier et l'époque achéménide ou parthe pour le second. Les sondages dans la terrasse ont aussi pu mettre en avant un important alluvionnement issu des crues du fleuve, combiné à la pratique de l'irrigation aux époques récentes, qui suggère que les paysages de l'âge du bronze, s'ils ont été préservés, doivent être cherchés plusieurs mètres sous la surface actuelle, comme cela a été étudié pour la région de Sipar par l'équipe belge en charge des fouilles de Tel Edder. Donc, les vestiges actuellement visibles dans le paysage relèvent tous de la phase impériale, postérieure à l'âge du bronze, qui a radicalement transformé la région bien après la période de gloire du royaume de Mari. Nous sommes en présence d'un exemple type de ce que les archéologues du paysage nomment un paysage autodestructeur, puisque non seulement les sols et les structures les plus récentes ont recouvert les structures plus anciennes, mais la taille même des canaux de l'époque impériale nécessite que dans l'espace relativement contraint de la vallée, toute trace des systèmes d'irrigation et d'occupation de l'espace plus anciens a été détruite par ces installations plus récentes. Les paysages de l'époque amorite représentent ainsi un exemple typique de ce que j'appelle des paysages fantômes de Mésopotamie. Des paysages qui ne nous sont plus accessibles par les techniques habituelles de l'archéologie des paysages et ne peuvent être reconstitués qu'en creux, par de rares traces indirectes dans les archives géomorphologiques et paléo-environnementales, et surtout grâce aux textes contemporains de leur existence. Heureusement pour nous, si l'archéologie n'est pas ici d'un grand secours, les paysages fantômes de Mari au XVIIIe siècle peuvent être reconstitués avec une précision étonnante grâce aux milliers de lettres et de documents administratifs retrouvés dans les ruines du palais après sa destruction par Hammurabi de Babylone. Ah oui, c'est pas mon ordinateur, donc c'est pas grave. C'est lisible, c'est lisible. Les textes du XVIIIe siècle permettent de reconstituer 3 canaux principaux le long de l'Euphrate et du Rabour, dont on peut estimer qu'ils s'étendaient sur des dizaines de kilomètres. Depuis entre 75 et 90 km pour le canal du Rabour, qui était situé en rive gauche de l'Euphrate, et au-delà de 75 km pour le canal Ishim-Yardoumlim en rive droite, et puis on a un peu plus petit, le canal de Mari, un peu plus bas dans l'alvéole. Donc ce type d'investissement nécessite forcément le type de contrôle politique, de planification et d'investissement en main-d'œuvre que l'on associe généralement qu'aux paysages impériaux. On ne dispose malheureusement pas de données chiffrées pour la création de ces infrastructures, mais quelques lettres de Mari mentionnent le nombre de journées hommes nécessaires à la réalisation de travaux d'entretien ou au creusement de structures plus petites. Par exemple, FM 1620 nous apprend qu'un canal de dérivation à partir d'un amkaroum, c'est-à-dire un petit canal de petite taille inscrit dans le lit majeur, donc quelque chose de bien plus petit que ces grandes infrastructures régionales ici à l'écran, requérait de 3 à 4 000 journées hommes, soit probablement une main-d'œuvre de 3 à 400 personnes sur une dizaine de jours, juste pour créer un petit canal local. Par ailleurs, les textes, donc ça c'est la partie amont du royaume avec les différentes villes, dont la forteresse de Yardolim, Dur-Yardolim, et puis on a Sagaratum dont on parlait tout à l'heure, Terka dont on vient tout juste de parler. La partie aval, on repart de Terka jusqu'à Mari et Shahridan ici, dont on vient tout juste de parler, qui était la limite sud du royaume de Mari à l'époque de Zimrilim. Limite aval. Donc les textes mentionnent des dizaines de toponymes liés aux canaux, que j'ai reproduits sur ces cartes, lesquels étaient utilisés tout au long de l'année, les canaux étaient utilisés tout au long de l'année, pas seulement pendant l'hiver comme l'ont cru les archéologues. Cela nous indique donc un système de peuplement dense et linéaire de petits villages, aujourd'hui entièrement disparus, et quelques rares villes, les telles,
que l'on peut encore apercevoir dans le paysage, qui jalonnait le parcours des canaux sur la terrasse Q0A, tandis que le lit majeur du fleuve sur la terrasse Q0B était une zone mixte où se côtoyaient des espaces libérés pour l'agriculture et des milieux humides encore largement préservés, source de nombreuses ressources hors de la production agricole au sens strict. Sans entrer dans les détails de l'enquête qui ont été publiées il y a quelques années dans FM16, mon étude de la terminologie associée au paysage et aux techniques de l'agriculture irriguée à Marie m'a permis de reconstruire une mosaïque de micro-paysages de nature et d'usages variés, composés de grands et petits canaux, comme un petit Namkarum, celui dont je viens de mentionner, qui prenait 3000, 4000 journées hommes pour être construit. Donc ça, c'est le lit du fleuve majeur, le lit majeur du fleuve, la terrasse Q0B, et la terrasse Q0A, qui était celle où on avait les grands canaux qui rentraient sur la terrasse et qui irriguaient par gravité la plupart des champs du royaume. Donc, composés de canaux grands et petits, de champs situés à la fois sur la terrasse Q0A et dans le lit majeur Q0B, et de tout un ensemble d'ouvrages liés au transport, à la distribution et à l'évacuation de l'eau. De plus faible ampleur que leurs successeurs d'époque impériale, et qui en ont, encore une fois, entièrement effacé les traces, ces canaux étaient fragiles et devaient être souvent réparés et entretenus annuellement, une tâche qui incombait aux souverains et aux équipes du palais qui travaillaient pour lui, soit à temps plein, soit à temps partiel, contre rémunération en terre et en denrées. Et c'est pour ça qu'on les connaît, parce que la plupart des lettres qui parlent des canaux, c'est parce qu'il y a une brèche sur un canal ou qu'on a besoin de renforcer une structure quelque part. Au-delà des paysages agraires et des réseaux d'irrigation, la combinaison des données des textes avec celles issues des sciences de la nature permet de dessiner une image globale de l'environnement naturel et anthropique de la vallée de l'Euphrate à l'âge du bronze. Et tout d'abord, pour revenir à la question que posait Thomas Römer ce matin, les données paléoclimatiques les plus fiables, comme celles issues des grottes de Kunaba au Kurdistan irakien et de Gol-Ezard en Iran, s'accordent à dire qu'à l'âge du bronze moyen a été nettement plus sec que l'âge du bronze ancien avant l'épisode d'aridification connu autour de 2200, mais du coup aussi beaucoup plus humide que les derniers siècles, 2200-2000, du troisième millénaire. D'une manière générale, le deuxième millénaire se caractérise par une tendance vers l'aridité, qui a principalement touché les zones de culture sous pluie et d'agriculture marginale de Haute-Mésopotamie. Pour les quelques siècles durant lesquels elles se recoupent, les données climatiques de Gol-Ezard et de Kunaba suggèrent qu'après quelques 250 années de conditions hyperarides qui ont suivi l'événement dit de 4.2 K, la Haute-Mésopotamie a connu un retour à des conditions plus humides au XXe siècle, suivi de 350 à 400 ans de conditions très instables, caractérisées à la fois par une instabilité fréquente et une variabilité limitée des précipitations, sans épisodes fluvial ou de sécheresse marquée identifiables. Dans l'ensemble, ces conditions étaient plutôt plus favorables que celles que la région a connues au XXe siècle de notre ère, sans parler évidemment des conditions hyperarides qui sont causées par le dérèglement climatique d'origine anthropique qui a vraiment affecté la région depuis le courant des années 1980. Les textes de Haute-Mésopotamie à l'époque amorite comprennent de nombreuses mentions d'épisodes météorologiques. Mais en l'absence de relevés systématiques, ils ne peuvent guère illustrer une idée du climat au-delà de généralités applicables à la région dans son ensemble depuis l'avènement de l'Holocène. On y voit ainsi des hivers frais et pluvieux, voire neigeux, des étés très chauds et très secs. Tout au plus, les relatives fréquentes mentions d'épisodes de neige et de gel en hiver peuvent suggérer des conditions plus humides et plus fraîches que celles connues depuis un siècle ou deux, en accord avec les données paléoclimatiques. Au cours de la période récente, c'est-à-dire avant la mise en place des grands barrages hydroélectriques, l'Euphrate se caractérisait par un régime de fortes crues printanières, dont la hauteur pouvait dépasser 5 mètres et qui entraînait la mise en eau fréquente de l'ensemble des basses terrasses de la vallée. Comme j'ai pu le montrer, le fleuve connaissait dès l'époque amorite une dynamique d'alluvionnement ayant abouti à la mise en place du second palier des terrasses aujourd'hui repérables, ce dont je viens de parler, les terrasses Q0B, ce qui se traduisait dans la vie quotidienne des habitants du royaume par l'inondation régulière des champs au moment de la moisson. Parce que je vous dis, il y avait entre 2 et 3 mètres de différence entre le niveau du fleuve à l'époque et la terrasse Q0A où étaient les champs, et que les pics de la grande crue de printemps peuvent atteindre, dans des endroits où elles sont relativement resserrées, jusqu'à 5 mètres.
En ce qui concerne le Rabour, la situation hydrologique était globalement semblable à celle connue jusque dans les années 60, c'est-à-dire avant que les barrages et le surpompage actuel ne réduisent la rivière à l'état de simple filet d'eau. Les sources cunéiformes, encore une fois, peuvent être comparées avec les données contemporaines, en ce sens qu'elles comportent plusieurs notations de variation de la hauteur de la lame d'eau des deux cours d'eau. Les variations mesurées... Les sources cunéiformes comportent plusieurs notations de variation de la hauteur de la lame des deux cours d'eau, donc l'Euphrate et le Rabour, même si on ignore malheureusement comment ces mesures étaient réalisées. Les variations mesurées vont de quelques doigts à 2 coudées, soit, si l'on admet, Olivier Rouault en a parlé, la difficulté de mettre des chiffres sur la coudée Mariotte, j'ai proposé une coudée Mariotte d'environ 25 cm, donc on aurait des mesures de variation du fleuve sur une journée ou 2 jours qui vont de 2, 3 jusqu'à 50 cm repérables grâce à un système dont malheureusement on ignore tout, à ma grande frustration. Ce rythme annuel des cours d'eau, et en particulier celui de l'Euphrate, était essentiel à la mise en culture de la vallée. Non seulement les hautes eaux d'hiver permettaient d'alimenter les canaux déjà mentionnés, et donc de soutenir la principale production vivrière du royaume, la culture de l'orge d'hiver, mais une lecture attentive d'un texte comme FM 16-17 permet de montrer qu'en un moment donné, au début de l'hiver, orge d'été et orge d'hiver, à divers stades de maturation, coexistaient sur la terrasse, la basse terrasse et dans le fond alluvial, complexifiant singulièrement notre compréhension du calendrier agricole, mais aussi des paysages et de cultures céréalières à un instant T. Si on regarde le détail de ce texte, au moment où il a été rédigé, vous avez à la fois une orge d'été qui est en cours de moisson, une orge d'été avec les 2 clarifications tardives et précoces de l'orge d'été, une autre qui est encore en cours d'irrigation pour la dernière phase de maturation, et les travaux préparatoires à la plantaison de l'orge d'hiver, qui est la principale céréale, se font tout ça au même moment, parce qu'on profite des premières pluies, des premières fluctuations, du retour de l'eau à la fin de l'été, après la grande sécheresse estivale. Plusieurs millénaires d'activité humaine dans la région ont abouti, par les effets des cultures, de la chasse, de la déforestation et du surpâturage, à des changements écologiques majeurs, d'origine essentiellement anthropique. Il n'existe pas, à ma connaissance, de publication des données archéobotaniques ou archéozoologiques issues des fouilles de Marie même, mais les travaux menés dans la région de la boucle de l'Euphrate et surtout dans celle du Barabour, dont vous avez ici une représentation des travaux de Tel Cheikh Hamad, témoignent d'un habitat relativement préservé à l'âge du bronze, ce que confirment de nombreuses mentions dans les textes de plantes et animaux qui ont aujourd'hui entièrement disparu de la région. Ici, en suivant le schéma du Rabour, mais c'était la même chose sur l'Euphrate, en partant du fleuve, on distinguait ainsi, après les roselières bordant immédiatement les cours d'eau, de vastes forêts-galeries recouvrant l'essentiel des terrasses holocènes, particulièrement défrichées pour les cultures, mais qui restaient encore pour l'essentiel à l'état naturel. Sur le Barabour, les travaux de l'équipe de Hartmut Kühne ont pu établir que c'est seulement à partir de l'époque néo-assyrienne que la destruction de la ripisylve, de la forêt de la rivière, consécutive à l'aménagement de la région à l'époque néo-assyrienne, a été telle qu'il est devenu nécessaire d'importer du bois de construction parce qu'on avait épuisé les ressources locales. Donc jusqu'à la fin du 2e millénaire, on a encore de quoi, en ressources locales, des ressources boisées, arborées. Ce n'est pas des grandes forêts, c'est du peuplier, c'est du tamari, mais ce sont des ressources que l'on peut utiliser. Dans cet environnement encore partiellement naturel, la faune comportait des animaux sauvages aujourd'hui disparus, comme l'autruche syrienne ou le lion d'Asie, 2 espèces qui n'ont été éteintes dans la région qu'au début du XXe siècle et au mi-temps du XIXe siècle, respectivement. La gazelle, ou même, d'après les ossements de Tel Cheikh Hamad, de petits éléphants sur le Rabour. C'est disputé, mais il semblerait qu'ils aient identifié des ossements de petits éléphants au bronze récent. Ces animaux vivaient pour l'essentiel dans la steppe ou sur les rebords du plateau, mais venaient se désaltérer au fleuve, et en ce qui concerne les lions, chassaient dans les forêts des terrasses où vivaient aussi des daims. D'une manière générale, la biodiversité était alors bien plus riche dans la vallée qu'elle ne l'est de nos jours, et les restes archéologiques comme les textes témoignent de l'abondance des oiseaux qui peuplaient les zones humides du fond de vallée. Un lieu dit de l'alvéole de Marie était même désigné comme l'endroit aux oiseaux, Shaït Suratim.
En ce qui concerne les grands animaux, les textes mentionnent surtout les lions, qui rôdent dans les forêts et les campagnes, et parfois se retrouvent même aux portes de la capitale, et l'on cherche à les ennoyer, voire à les capturer pour le zoo royal. Par ailleurs, d'autres animaux sont mentionnés dans les textes, mais comme souvent, restent difficiles à identifier. Pour terminer, je voudrais lier mes travaux d'histoire environnementale avec la question qui nous occupe des cultures écrites, en analysant comment un peu la lexicographie et l'analyse de corpus nous permettent de nourrir l'histoire environnementale. Et je voudrais donc ainsi ouvrir quelques perspectives sur le thème de ce colloque, celui des cultures écrites, et la façon dont elles interfèrent avec notre capacité à appréhender les réalia décrites dans les textes. On en a déjà parlé ce matin, tous ici savent que du point de vue des dictionnaires canoniques de la syriologie, comme le AHV et le CAD, Mari est une sous-catégorie à part du paléo-babylonien, comme le sont la plupart des autres archives de Haute-Mésopotamie, reflet d'une conception babylocentrique du langage et des cultures écrites, que nous serons tous d'accord dans cette salle à considérer comme obsolète. Comme le montrent les quelques exemples ici du volume A du CAD à l'écran, une des questions qui se posent à l'intersection de la géographie et de la linguistique est celle de l'usage de termes dits ouest-sémitiques dans l'acadien de Mari, en particulier en ce qui concerne la description de réalités locales qui, du fait de la géographie propre à la région que j'ai mentionnée au début de cette intervention, diffère de celle de Babylonie. Une approche purement linguistique et fondée sur l'étymologie risque souvent, comme ce fut le cas de l'étude de Jen Pentiuk pour les textes d'Aymar au bronze récent, de décorréler le langage des réalités qu'il décrit, et ce faisant, soyons honnêtes, de proposer des reconstructions que l'on dira poliment problématiques. Comme l'a bien montré Jean-Marie Durand, le vocabulaire tomographique représente un domaine privilégié pour étudier la façon dont vernaculaire et langage écrit s'entremêlent, mais il ne faudrait pas non plus adopter une approche trop binaire entre amorite et acadien. J'ai proposé, il y a de cela maintenant quelques années, lors de la rencontre de Moscou et Saint-Pétersbourg, qu'il fallait plutôt parler de l'exème représentant une variante locale du langage, plutôt que de classer les cultures écrites de Haute-Mésopotamie sous le vocable malheureux de périphérique. Et en particulier, pour une même réalité géographique, ces terres récemment découvertes par un cours d'eau divagant que l'on mettait volontiers en valeur parce qu'elles étaient faciles à mettre en valeur, elles étaient très riches, le limon y était très riche, et que la géographie connaît sous le nom d'atterrissement, les scribes de Mari au XVIIIe siècle utilisent, comme leurs compères de Babylonie, l'emprunt au sumérien ou Shalom, Utu, sal, l'herbe fine, parce qu'évidemment, puisque c'est une terre qui vient d'être juste libérée par un cours d'eau, il n'y a pas de grande végétation, on est sur le niveau le plus bas de la végétation, donc évidemment quelque chose de très très bénéfique pour une mise en culture. Mais si on descend quelques siècles, et pour des raisons qui nous échappent en grande partie, les scribes d'Aymar et des Chaldées, qui partagent avec les scribes de Mari l'expérience vécue de la géographie particulière du Moyen-Euphrate, préfèrent un terme purement sémitique, non pas un emprunt au sumérien, mais un terme purement sémitique, rakatu, la fine, qui convait cette même notion que celle de utu, ou de sal que l'on avait avec le sumérien. Et comme beaucoup de ces lemmas, ces termes se retrouvent ensuite canonisés en babylonien, donc reviennent dans le lexique de Babylonie et peuvent se retrouver compris par les dictionnaires comme étant babyloniens, même si en fait ils ne le sont pas d'un point de vue de leur usage topographique, grâce à leur inclusion dans la liste lexicale Malkou-Charou, qui se présente comme le conservatoire à l'usage des scribes des régions orientales d'un vocabulaire d'origine souvent étrangère et dans lequel on retrouve de nombreux termes qui étaient d'usage courant dans les documents de la pratique du Moyen-Euphrate. Cela témoigne non seulement que ce vocabulaire était en partie obscur aux scribes de l'Est, mais aussi qu'ils ont ressenti le besoin de le conserver et au-delà de se le réapproprier. Ce dont témoignent ces quelques exemples, c'est du besoin qu'a la syriologie aujourd'hui d'une approche lexicographique qui embrasse vraiment le tournant représenté par la linguistique de corpus dans le domaine. Je vois Ilia à ma droite, et j'espère que l'avènement prochain du CAD en version numérique doté de fonctions de recherche complète dont j'ai désormais la charge se révélera un accélérateur pour ce type de recherche, et vous avez une des annonces les plus précoces de ce futur dictionnaire dont on espère qu'il verra le jour d'ici une petite année en disponible. Et je vous remercie pour votre attention.